Focus, on vous emmène aujourd'hui dans les prisons. C'est l'un des lieux où la radicalisation prend de plus en plus d'ampleur. Pour la contrer, les autorités ont fait appel notamment à des aumôniers musulmans. C'est un rempart, mais vous allez le voir, les vocations sont très rares. Reportage Aurélia Guillemin, Antoine Morel. Culte musulman, je répète, envoyez le culte musulman, merci. Prison de Rennes. L'heure de la prière pour les détenus musulmans. Envoyez le culte musulman, merci. Il y a du monde ce jour-là. L'aumônier Mohamed Loueslati se réjouit. Il n'y a rien qui inquiète plus cet imam que l'islam véhiculé dans les cellules ou dans la cour de promenade. Ici, c'est lui qui, chaque vendredi, martèle inlassablement les valeurs du Coran. L'islam, mes frères, préconise la non-violence. La non-violence dans toutes les circonstances de la vie et avec tout le monde. L'islam veut être une religion de paix et de miséricorde. Allahu Akbar. Parmi ces croyants, la même crainte ressurgit après chaque attentat. Ils redoutent l'amalgame avec les terroristes. Notre religion, nous, à cause des autres cons, elle est stéréotypée et on passe pour des méchants. C'est quoi les autres cons? C'est ceux qui font des attentats, qui parlent mal et ils salissent l'islam. Ceux qui font des attentats au nom de la religion musulmane. Ouais, au nom de Dieu. Ça n'a rien à voir. Il l'a dit l'imam, on peut pas tuer au nom de Dieu, on n'est pas comme ça. Le mot islam, ça veut dire paix. Eux affirment n'avoir jamais été approchés par des fondamentalistes. Et pourtant, on estime qu'il y a aujourd'hui dans les prisons françaises 1400 détenus radicalisés, dont 300 ont un lien avec le terrorisme. Le risque de radicalisation derrière les barreaux serait donc plus fort que jamais. Sous couvert d'anonymat, ce détenu en témoigne. Il a accepté de nous rapporter les appels au djihad entendus notamment après les attentats du 7 janvier 2015. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, vous savez ce qui s'est passé là avec Charlie, tout ça. C'est bien qu'il faut prendre les armes, tout ça. » Non, moi j'ai 40 ans, mais quelqu'un de plus jeune que moi pourrait se dire « Ouais, il faut que je fasse pareil, tout ça. » S'il n'y a pas d'imam dans les prisons, c'est des bombes à retardement qui vont se créer. L'aumônier désamorce comme il peut, par le dialogue. Un musulman doit être quelqu'un de courageux, qui travaille. La vie d'un musulman, c'est celle-là. Ouais, il écoute, accompagne, recadre. Mais il n'est jamais certain de ce qui peut se passer une fois la porte de la cellule refermée. Ça vous étonne ce qu'il raconte ? Non, je le connais, j'entends ça tous les jours. Ils sont fragiles. Si on lui dit la meilleure chose pour vous racheter auprès de Dieu, c'est d'aller faire le djihad en Syrie, il risque de basculer. Pour l'imam, le principal danger, ce sont les détenus qui s'improvisent prédicateurs, comme Larossi Abala. L'auteur de l'attentat contre le couple de policiers s'était fait remarquer en prison pour son prosélytisme radical. Et ici, les proies sont faciles. L'imam lit la détresse des détenus chaque semaine dans les courriers qu'il reçoit. Je suis musulman et je souhaiterais pratiquer la prière du vendredi à la mosquée si c'est possible. Bien, il y a déjà 3 fautes d'orthographe. Des détenus musulmans en quête de repères. Il n'y a pas une feuille qui est bien écrite en français. S'il vous plaît. Et en proie à toutes les dérives. Je fais la prière. Oui, la détresse, le niveau scolaire qui est très bas, c'est presque de l'illettrisme quand même. Et après, on s'étonne quand il y a des gens qui tournent mal ou qui se font embobiner. Pour faire barrage au fondamentalisme, l'imam occupe le terrain. Systématiquement, il rencontre les détenus musulmans dès leur arrivée en prison. Voilà ce que je fais moi ici, je suis l'imam. Et si vous ou quelqu'un d'autre a besoin d'informations, renseignements sur la religion, il faut s'adresser à l'aumônier. Il ne faut pas s'adresser à n'importe qui. Mais pour l'instant, moins de 200 aumôniers musulmans sont présents dans les prisons françaises. Mohamed Loueslati cherche des religieux capables de faire ce travail de vigie et de pédagogie. J'ai l'impression de chercher une aiguille dans un sac de foin. Quelqu'un qui a une double formation, arabo-musulmane, française, universitaire. Où est-ce que je vais trouver ça? Il n'y a pas des centres de formation appropriés, adaptés en France. Ce jour-là, près de Caen, il a un rendez-vous avec l'un des rares candidats pour être aumônier en prison. Un imam qui a fait des études de théologie et qui a aussi des diplômes universitaires. Ingénieur en biologie, 99. C'est un profil rassurant pour Mohamed Loueslati. Le candidat paraît instruit et ouvert, et il accepte même d'intervenir bénévolement.
c'est quel islam que vous allez expliquer aux détenus? Le respect, le partage, le bon comportement avec les autres. Le pardon. Bien sûr, le pardon, sans oublier les valeurs de la République. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience, méthodologie, bien sûr. L'aumônier Louès Lati sait combien la tâche est délicate et l'enjeu majeur pour que les prisons françaises ne servent plus de terreau à la radicalisation. Voilà pour ce reportage. On va plus loin avec notre invité El Yamin Soum. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, enseignant à Paris 3. 1400 détenus radicalisés, dont 300 ont un lien avec le terrorisme. C'est ce qui est dit dans le reportage. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les prisons ? Oui, si on regarde un petit peu ce qui s'est produit, notamment les attentats, on s'aperçoit qu'il y a un passage pour un certain nombre d'acteurs par la case prison. Et on sait que c'est aussi un lieu, c'est un foyer où il y a la transmission d'un certain nombre de discours radicaux. On crée aussi des réseaux au sein des prisons françaises. Voilà. Et en général, quand une personne est radicalisée, c'est le terme qu'on utilise actuellement, eh bien, elle prend l'ascendant, elle peut avoir un ascendant sur le groupe. Mais c'est propre à la France ? Non, on voit ces phénomènes un petit peu ailleurs. La prison, on sait que la façon dont est gérée la prison, ça peut pousser à... Alors, il y a plusieurs modèles. Quand on voit, par exemple, les États-Unis qui sont dans un tout répressif, on se retrouve avec de plus en plus de gens en prison, puisqu'il y a plus de 2 millions de prisonniers. Après, il y a d'autres pays où on gère les choses différemment. On pense que la prison est un espace où il y a de la sanction, parce qu'on doit payer pour ce qu'on a fait. Et ensuite, il y a la question de la réhabilitation dans la société. On va en parler. Un mot d'abord sur ce que souligne le reportage, le manque d'éducation de certains détenus. Est-ce que ce sont eux les plus vulnérables aux discours radicaux ? Bien sûr. La question, une fois de plus, les thèmes sont liés. Sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en prison ? Est-ce qu'on est capable de produire un contre-discours qui ne soit pas que religieux ? Parce que ce qu'a mis en place l'État, c'est renforcer les moyens du renseignement, renforcer l'aumônerie musulmane. C'est un plan qui a été mis en place en 2015 de lutte contre la radicalisation dans les prisons, de faire de la recherche-action pour essayer de comprendre ce qui se passe, ces phénomènes assez nouveaux. Mais la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on a comme contre-discours, puisqu'on ne peut pas apporter que du religieux, et un certain nombre d'acteurs et d'aumôniers peuvent être perçus comme soit des espions, soit une espèce d'islam institutionnel qui ne correspond pas à un certain nombre d'attentes. Donc il y a la question centrale de l'éducation, du projet. On sait qu'un certain nombre de prisonniers sont soumis à des angoisses, à des émotions, donc ils vont aller s'accrocher à des discours parfois extrêmes ou des discours fondamentalistes. D'ailleurs, qui sont ces aumôniers musulmans et quel est leur discours ? Est-ce qu'ils ont un discours préétabli ? Moi, de ce que j'entends, je ne connais pas dans le détail l'ensemble des aumôniers. On a l'expérience aussi des armées françaises qui ont développé l'aumônerie pour essayer de répondre à cette réalité nouvelle que traverse la société française. Je pense qu'on retrouve un petit peu l'islam de la mosquée de Paris, c'est-à-dire un islam traditionnel, on va dire conservateur, voilà, un islam de savants qui parfois peut être... qu'on dit modéré ? Oui, après c'est toujours complexe toutes ces notions-là, mais c'est un islam assez conservateur, on va dire l'islam traditionnel qu'on peut retrouver. Je prends souvent cet exemple, celui de la mosquée de Paris, du CFCM. On voit un discours de paix, d'apaisement, de lien avec les valeurs de la République. Mais est-ce que leur parole est surveillée au sein des prisons ? J'imagine que ils doivent. Quand on se retrouve effectivement en groupe, il doit y avoir de l'écoute ou en tout cas du partage d'expérience. Mais j'ose imaginer aussi qu'il y a de la confiance, parce que si on les laisse pénétrer dans les institutions que sont les prisons, c'est pour faire évoluer les choses et de manière positive. Là, ce qui est dit, c'est qu'il y a une présence aussi humaine. Ce que dit l'un des aumôniers, il dit que en réalité, c'est important d'aller discuter, d'aller dialoguer, d'aller échanger avec les prisonniers. Voilà, on parle des prisons, mais aussi toute la politique de réinsertion derrière. Tout à fait. Réinsertion aussi des djihadistes français qui reviennent de Syrie et qui reviennent en France. Que faire avec eux ? Là aussi, il y a un débat, puisque de savoir, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, ce qui est extrêmement compliqué. Avec qui ils combattaient aussi ? Avec qui ils combattaient, qu'est-ce qui s'est passé sur place ? Je pense que quand on a commis des crimes, où que ce soit sur la planète, il y a des familles syriennes qui ont déposé plainte contre des Français. Elles ont aussi le droit à la justice. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, c'est la question de la réinsertion, parce qu'on lance aussi un signal pour des personnes qui sont parties peut-être sur un coup de tête, sur un coup de délire, et de dire qu'est-ce qu'on fait de vous une fois que vous êtes dans la société. Et là, pareil, il y a différents modèles.
il y a des pays, notamment la rive sud de la Méditerranée, où on est beaucoup plus brutal, hein, ça se passe dans les prisons, et puis il y a des pays d'Europe du Nord qui disent qu'il y a quand même de l'espoir, et donc même si on doit payer sa sanction, eh bien on doit travailler à la réinsertion, puisqu'un certain nombre de personnes qui reviennent veulent, je pense, se réinsérer. Après, il y a des personnes qui ont appris des techniques de combat, ils ont appris à se battre, et ça, c'est des personnes qui sont dangereuses pour la collectivité. Je reviens aux prisons, puisque vous parliez tout à l'heure des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement après Charlie Hebdo, Oui. en 2015, notamment des quartiers dédiés dans les prisons, à savoir des détenus qui sont mis à l'isolement. Est-ce que ça marche? Alors, aujourd'hui, on est au début des expérimentations, donc toutes les expériences sont bonnes à prendre. Là-dessus, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui disent qu'au contraire, on va les enfermer et les renforcer dans un entre-soi qui peut être dangereux, et puis d'autres qui disent que finalement, on les isole du lieu comment dire, des autres prisonniers, donc ils peuvent ne pas les contaminer de leur idéologie. Moi, je pense qu'une fois de plus, il faut revenir au contenu, de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on est capable à un moment donné de se dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, puisque c'est quand même la vision française. On n'est pas la société américaine, de se dire il y a quand même cette idée que les gens peuvent s'insérer. À mon sens, ce n'est pas forcément une bonne mesure, d'autant plus qu'on veut les regrouper en partie à la santé. Il y a un quartier à Fresnes et dans d'autres prisons, mais on veut les regrouper à la santé pour faciliter les liens avec les juges antiterroristes. Je ne pense pas que ce soit une solution efficace. On revient toujours à la question du débat sur l'état des prisons en France, qui, on le sait, sont surpeuplées, où il y a par exemple des détenus qui sont là pour des petits délits auxquels la prison ne répond pas. Enfin, quelqu'un qui n'a pas payé la pension pour son enfant, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a violé, qui a tué ou qui a commis des attentats. Est-ce que finalement la radicalisation en prison, ce n'est pas un faux débat? Il y a aussi la radicalisation dans les familles, dans les mosquées, surtout aussi sur Internet. Tout à fait, c'est-à-dire que la radicalisation, alors ce qu'on voit, c'est ce que je disais en termes de réseau dans les prisons, ça peut se constituer, on peut créer des liens, on peut, comme je disais, certains prisonniers peuvent avoir l'ascendant sur d'autres, mais effectivement, c'est aussi en amont dans la société, c'est le discours aussi qui est porté aujourd'hui, quel discours on est capable de porter au niveau politique, parce que vous savez, dans cette idéologie qu'on appelle radicalisation ou fondamentaliste, eh bien, il y a cette notion de victimisation. Regardez, l'État ne nous prend pas en compte, la société, etc., etc. Et c'est là-dessus où il y a quelque chose qui est beaucoup plus large. Et dans un certain nombre de cas, puisque vous évoquez les familles, elles sont démunies. Elles signalent à l'État aujourd'hui. Il y a ce fameux numéro vert qui permet de se dire, il y a des familles qui n'arrivent plus à gérer. Mon enfant, là, il est adolescent, il est en train de vouloir partir. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et qui dépasse largement la question de la prison. Merci beaucoup, Elia Mimsoum, d'avoir été notre invité, politologue et enseignant à Paris 3, je le rappelle. Voilà pour ce focus.